Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. C'est l'une des affaires les plus glaçantes de l'histoire criminelle française. Au début des années 80, 8 jeunes hommes disparaissent les uns après les autres près du camp militaire de Mourmelon, dans la Marne. L'enquête durera des années avant que soit démasqué un homme au-dessus de tout soupçon. Vous écoutez l'affaire des disparus de Mourmelon, première partie. On se replace 40 ans en arrière. Vous êtes dans une zone de plaine, crayeuse. Gérard Chemla, avocat des familles des disparus. Avec quelques forêts. Et cette plaine, elle va être partagée entre des camps militaires. Mourmelon, c'était peuplé de militaires. Isabelle Orlans, journaliste, ancienne reporter à l'Union. Bien sûr, une grande quantité d'appelés. De jeunes militaires, des 18, 22, 24 ans. Les appelés du contingent, comme on disait à l'époque. Quand vous passiez, vous entendiez les tirs, les exercices, etc. Enfin, c'était, vous aviez des chars Leclerc. Enfin, c'était très. On aurait pu y tourner un film. Et donc, vous êtes dans un endroit où il pleut souvent et on n'attire pas le touriste. Patrick Dubois est le premier à disparaître le 4 janvier 1980. Il est basé au 4e régiment d'infanterie, donc à Mourmelon. C'est un soldat qui ne pose aucun problème. C'est un très jeune homme. Il vient du nord, d'un tout petit village qui s'appelle Tris-Saint-Léger. Une famille extrêmement modeste. Et c'est quelqu'un, ça doit être la première fois qu'il sort de chez lui. Et c'était souvent ça, hein, l'armée, pour les appeler, c'était la première expérience de vie collective. À cette époque, le service militaire était obligatoire. Dominique Dubois, sœur de Patrick Dubois. Et donc, il était obligé de partir. Patrick, il avait 18 ans et demi. Il était content parce qu'il disait à mes parents, oui, je vais aller à l'armée, je vais passer mes permis, ça va être bien pour moi plus tard. Il n'est pas parti à contre-cœur à l'armée. Le vendredi 4 janvier 1980 au soir, il dispose d'une permission d'absence pour un peu moins que le week-end. Il ne pouvait pas être en permission parce qu'il devait se faire vacciner le samedi matin. Et puis le samedi matin, il n'est pas là à l'appel, il va être considéré comme déserteur. Il va s'écouler plusieurs jours avant que sa famille soit prévenue. Parce que, évidemment, on pense à un soldat qui manque à l'appel, qui est parti faire la fête ou qui ne s'est pas réveillé, qui est chez une petite amie, etc. Il avait l'habitude de téléphoner tous les soirs à mes parents. Le lendemain, il n'a pas appelé. Bon, ma maman, elle s'est dit, il a eu un vaccin, est-ce qu'il n'est pas bien? Peut-être qu'il veut se reposer. Donc, elle s'est pas trop inquiétée. Et après, le surlendemain, là, elle n'avait pas eu de nouvelles non plus. Elle a appelé la caserne. Et de là, ils ont commencé à dire, écoutez, Patrick, il est compté comme déserteur, il n'est pas en caserne. La famille Dubois est absolument persuadée que Patrick n'a pas déserté. Dès l'instant où on lui apprend que Patrick est manquant à l'appel, elle sait que c'est un drame. Elle le sent. Mes parents, peut-être 15 jours après, se sont permis d'aller là-bas en caserne pour avoir des réponses. Mon père est revenu très déçu, sans réponse, sans rien. Comme si qu'il n'y aurait pas été, c'était la même chose, en fait. Et mon père, c'est ce qu'il disait, je suis désolée, ils m'ont pris mon gamin, ils doivent me le rendre. Ils doivent nous donner des réponses. C'est pas nous qu'on l'a donné, notre fils, ils l'ont pris. À l'époque, l'armée ne veut pas entendre parler de disparition. C'est absolument impossible. On ne peut pas disparaître dans la mesure où c'est truffé de militaires, c'est hyper sécurisé. Cette affaire n'est pas traitée comme une affaire judiciaire. C'est une désertion et c'est tout. Pendant un an, il se passe rien. Et le 20 février 1981, Serge Havet disparaît. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est originaire de Tinqueux, une commune rattachée à Reims. Il fait son service militaire à Maillecamp.
Il est à 3-4 mois de sa libération, c'est-à-dire de la fin de son service militaire. Et c'est quelqu'un qui va, le plus souvent possible, se rendre sur Tinqueux pour rencontrer sa petite amie, qui d'ailleurs en fait est enceinte de lui. Et il va partir le pouce en l'air en faisant du stop. À l'époque, c'était assez banal que les appelés fassent du stop sur le bord des routes. Un camarade le dépose sur la nationale 77. Il a 70-80 km à faire pour rejoindre Reims. Il n'arrive pas à destination. Et à partir de là, dès le vendredi soir, c'est le branle-bas de combat du côté de la famille. Parce que c'est impossible, là encore, comme pour la famille Dubois. C'est le même sentiment d'impossibilité qu'il ne rentre pas. Le lundi, il est considéré comme déserteur, comme manquant à l'appel. Madame et Monsieur Havet vont remuer ciel et terre pour avoir des nouvelles de leur fils. C'est pas possible, sa petite amie est enceinte, il peut pas l'abandonner. Ils vont téléphoner au camp, se rendre sur place, écrire au procureur, déposer une plainte, mais rien n'y fait. Ces démarches restent toutes sans suite. Quelques mois plus tard, un troisième jeune disparaît dans la région. Pascal Sergent est le troisième à disparaître le 20 août 1981. Il part du 503e régiment en direction de la gare. Il marche, il rate son train. Donc il va prévenir sa maman pour lui dire que il va faire du stop. Il est à proximité de la nationale 77 quand il disparaît. C'est une grande route, beaucoup de passages à l'époque. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il n'arrive pas chez sa mère, qu'il n'est pas là à la fin de sa permission au camp. Il est classé comme déserteur. À ce stade-là, on répertorie 3 disparitions sans lien apparent entre elles. Nous n'avons à l'époque aucun élément matériel qui puisse permettre d'imaginer un indice de crime. Vous ne retrouvez pas de corps, vous n'avez pas de témoins, ne parlons pas d'ADN, ça n'existe pas à l'époque. Vous n'avez rien qui permette de penser qu'il y a un crime. À l'époque, il doit y avoir peut-être 6 à 7 000 désertions par an sur l'ensemble du territoire national. Donc vous imaginez bien que 3 Pékins qui disparaissent dans la Marne, ils sont noyés dans la masse. Il va s'écouler un an, un peu plus d'1 an, sans que personne ne bouge. Et puis, le 31 octobre 1982, sur le bord de la route vers Mailly-le-Camp, on retrouve un garçon qui est méconnaissable. On sait que c'est un homme, mais on n'arrive pas à l'identifier, tellement son corps est abîmé. Ses habits sont diffusés de signalements dans la presse et quelques semaines plus tard, il est identifié comme étant Olivier Donner, originaire de Troyes. Il est militaire à Mourmelon, au 4e régiment de dragons. Il a une permission le 30 septembre 1982 pour se rendre à Troyes, où se réside sa famille. Et donc là aussi, il pratique l'autostop. Le corps n'est pas en bon état. Et en ce qui concerne l'élucidation de la cause du décès, l'autopsie ne va rien révéler parce que le médecin n'est pas capable de dire quelles sont les causes de la mort. La différence notable, c'est que là, il y a un corps. Ça n'est plus une disparition, c'est soit un meurtre, soit un accident. En tout cas, il faut rechercher les causes de la mort. L'enquête est confiée à la gendarmerie de Troyes, à la brigade des recherches, sous l'autorité d'un juge d'instruction.
Il y a eu plein d'investigations concernant son passé au sein du 4e régiment de dragons, mais il n'y a aucun élément déterminant. L'armée ne veut pas du tout communiquer, c'est une opposition totale, mais l'armée va considérer que c'est pas son problème. Personne, c'est le problème de personne. Donc vous avez une enquête de la gendarmerie qui, sur le corps qu'on a retrouvé, conclut, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'est même pas certain qu'il s'agisse d'un crime. Donc en 1984, le dossier est bouclé, quoi. Enfin, il y a un non-lieu, il y a rien. Toute cette histoire, pendant très longtemps, ça a été une somme de travail pas sérieux. Vous voyez, c'est très dur à l'admettre, mais voilà, c'est du travail bâclé. En moins de 3 ans, dans la même zone géographique, il y a donc eu 3 disparitions et un meurtre. Pourtant, à l'époque, personne ne fait le rapprochement entre ces faits. Il faudra attendre 1985 et une nouvelle disparition inquiétante pour qu'une enquête soit enfin ouverte. Pendant 3 ans, il ne se passe rien. Et puis en 1985, il va se passer 2 choses importantes. Première chose importante, vous avez un nouveau responsable qui arrive au sein de la brigade de recherche de la gendarmerie, qui s'appelle à l'époque le capitaine Joël Vaillant, et qui est quelqu'un d'assez dynamique, avec une vision un peu différente des choses. Moi, j'arrive pour commander la section de recherche de Reims. Je ne connais pas ces disparitions. J'ai jamais entendu parler. Colonel Joël Vaillant, ancien directeur de la section de recherche de Reims. Il n'y a aucune investigation conduite dans mon service sur les disparitions sur Olivier Donner. En août 1985, il y a un jeune homme, Patrice Denis, qui arrive de la région parisienne. Il vient à Mourmelon et il disparaît. C'est un jeune homme qui est passionné par le tir de fusée. Il fait partie d'un club. Et il y a un tir de fusée sur le camp militaire de Mourmelon. Le club se réunit à cet endroit-là. Il vient en train jusqu'à Châlons et il faut ensuite qu'il aille jusqu'à Mourmelon. Il décide de faire du stop parce qu'il y a très peu de trains et que c'est très compliqué. Et personne n'entendra plus jamais parler de Patrice Denis. Il n'arrivera jamais sur l'endroit où son association l'attend. Patrice Denis, il a 21 ans. C'est un civil et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que là, la famille Denis, elle va en tout cas signaler une disparition inquiétante. Et elle ne se heurte pas à l'éternelle phrase précédemment prononcée par les militaires « Votre fils est un déserteur ». Il y a 3 possibilités. Soit c'est une disparition volontaire, soit elle est accidentelle, soit elle est criminelle. À partir du moment où Patrice Denis va disparaître, il y a évidemment toute la machine judiciaire qui se met en route. C'est le début de l'affaire des disparus de Mourmelon. On me dit qu'il y a déjà eu des disparitions dans cette zone. Dubois, Pascal Sergent, Serge Avé et Olivier Donner. Donc moi, je m'interroge et je vais reprendre toutes les investigations sur les appelés disparus et sur Olivier Donner. Et on va conduire en même temps une enquête sur la disparition de Patrice Denis. La caractéristique de cette affaire, c'est que on a un mort, des disparus, il n'y a aucun indice matériel et il n'y a aucun témoignage. Ces jeunes gens se sont volatilisés complètement. En 85, le capitaine Vaillant va aller jusqu'à former une petite unité, à reprendre tous les dossiers, à enfin obtenir de l'armée qu'elle confie les dossiers des appelés disparus. Il y a des points de convergence. On s'aperçoit que toutes les disparitions ont lieu
le jeudi ou le vendredi, dans un créneau horaire, 16h30, 18h30, qu'aucun des militaires n'arrive à destination, que leurs effets, leurs pièces d'identité n'ont jamais été découverts, que certains avaient des projets de rester, ou d'autres des projets professionnels dans le civil, et qui n'avaient aucune raison de déserter. Vous prenez même la physionomie de ces garçons. Ils se ressemblent tous. Ils sont bruns, ils sont plutôt fins, ils sont plutôt beaux garçons, ils sont des grands yeux. Enfin, vous voyez, c'est assez étonnant. Donc, je vais commencer à émettre l'hypothèse que c'est certainement une affaire criminelle. Le capitaine Vaillant est arrivé et là, on s'est senti un peu, je peux pas dire soulagé, mais entre parenthèses, on s'est dit enfin quelqu'un qui va pouvoir nous écouter, faire quelque chose pour nous. Dominique Dubois, sœur de Patrick Dubois. On va peut-être savoir l'histoire de ce qui s'est passé. À Chalon-sur-Marne, premier titre de ce journal, pour retrouver Patrice Denis, ce jeune Parisien qui a disparu de la région voici tout juste une semaine. Plusieurs autostoppeurs, vous vous en souvenez, ayant disparu ces dernières années sur cet axe routier. À partir du moment où l'affaire va être médiatisée, évidemment, tout va changer. Et c'est grâce à qui, ça ? C'est grâce exclusivement aux familles. Principalement Gisèle Havet. Et vous ne pouvez pas comprendre. On attend un coup de fil, on attend. Je me bats depuis 7 ans et je cherche la vérité. Parce que si mon fils il est mort, au moins je le mets au cimetière, je lui porte des fleurs. Mais là, rien, absolument rien. C'est le néant. Les parents recevaient les médias déjà pour avertir la population, les gens, de ce qui se passait là-bas, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et de peut-être aussi... Il y avait tout le temps un petit espoir. Bon, moi, mon père disait tout le temps, tant que j'ai pas le corps de mon fils, je garde tout le temps espoir de sa vie, quoi. Comme tout journaliste, je veux absolument avoir le point de vue de l'armée. Isabelle Orlans, journaliste, ancienne reporter à l'Union. Donc je vais, avec un photographe, partir à Mourmelon. Pour la première fois de ma vie, j'y vais pour voir les gradés. Et là, on va être vraiment stoppé manu militari. C'est-à-dire que on va nous signifier, enfin, on va surtout me signifier que non seulement j'ai pas le droit d'être là, que je ne peux même pas songer à y entrer et qu'on ne me dira rien. Je crois que l'armée considère à tort que ces jeunes gens ne sont plus sous sa responsabilité lorsqu'ils partent en permission. Et d'ailleurs, les polémiques vont aller assez loin puisque le ministre des Armées de l'époque va être interpellé sur la question et va répondre que les disparus de Mourmelon, c'est une blague ridicule. Alors que l'armée refuse toujours de voir un lien avec les différentes victimes, les disparitions continuent. En 1987, un autre militaire du régiment de Mourmelon s'évanouit dans la nature. En 1987, tout le monde est à peu près au courant, y compris au sein des casernes, qu'il pourrait y avoir un homme qui fasse disparaître des jeunes gens. Et Patrick Gache est à la caserne de Mourmelon. Il descend les couleurs, c'est le petit clairon, et il part en permission. Et il fait du stop. Il a 19 ans. Entre le moment où il quitte la caserne et le moment où il devrait arriver à la gare, eh bien, il disparaît. Trois mois après la disparition du clairon Patrick Gache, il y a une découverte qui, a priori, n'a strictement rien à voir.
Le 8 août 1987, vous avez un paysan qui est en train de regarder ce qui se passe sur ses champs et dans un de ses bois, un flanc de talus, il va trouver un cadavre. Donc là, les gendarmes de l'Aisne vont intervenir, vont découvrir un corps d'un jeune homme qui a avec lui des éléments, je veux dire, plutôt vêtements, papier cigarette, etc., anglais. Donc il y a une diffusion qui est faite par le canal Interpol. Et quelques 20 jours plus tard, la famille va identifier le corps de Trevor O'Keefe. C'est un jeune homme irlandais qui faisait du stop, il traversait la France, il venait de la Bourgogne. Trevor O'Keefe, c'est notre 8e disparu à ce moment-là. Mais sans preuve matérielle, on ne pouvait rien faire. On se rend compte que le dossier, ça va être très très compliqué. Au mois d'août 1988, il y a en Bourgogne des gendarmes qui, dans la campagne, voient un combi Volkswagen vert. Et là, le conducteur du véhicule se comporte d'une façon relativement suspecte. C'est-à-dire qu'il redémarre au moment où il voit que le gendarme le voit. Le gendarme se dit, il y a quelque chose. Il s'en approche tout naturellement et descend un homme, un gaillard très costaud. Il se présente comme l'adjudant Chanal. À ce moment-là, le militaire voit que ça bouge un petit peu. Quelque chose qui bouge derrière, et puis il y a un sac sur le siège passager. Et donc, le gendarme lui demande, mais il y a quelqu'un derrière ? Oui, c'est un copain, il a dormi là, il n'y a pas de problème. Les deux gendarmes vont vouloir que l'adjudant-chef Pierre Chanal ouvre les portes de son combi Volkswagen. Et là, tout bascule, toute l'histoire bascule. Il y a un jeune homme qui est sanglé avec des chaînes. Les chaînes sont attachées à divers endroits du véhicule. Il y a une chaîne qui lui passe autour du cou. Il y a des chaînes aux poignets, il y a des chaînes aux pieds. La découverte glace d'effroi les deux gendarmes. Et bien sûr, ils lui demandent immédiatement de libérer ce jeune homme. Pierre Chanal va libérer le garçon, qui va se jeter vers eux, vers les gendarmes, qui va les implorer. « Sauvez-moi, sauvez-moi ». Il le dit en anglais. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Stéphanie Bergeron. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.